sommes en compagnie de M. Gaétan Lelièvre. Bonjour, M. Lelièvre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Notre député de Gaspé. Du comté de Gaspé. Pas de Gaspé, du comté de Gaspé. Du comté, qui est Du passage à Mont-Louis. On approche de la date d'anniversaire du 17 avril. Je voulais justement profiter de votre passage là, pour faire un peu le bilan de la première année du gouvernement libéral de M. Couillard. Donc, c'est ça. Le 7 avril dernier, les élections, les résultats pas tout à fait que vous escomptiez avoir, j'imagine. Mais beaucoup de choses ont changé, principalement en région. J'aimerais faire le tour des engagements qui ont été pris pendant la campagne électorale l'an dernier, puis voir un peu là, si le gouvernement s'en va dans la bonne direction de ce qui s'était engagé, voir si c'est réalisé ou si c'est en voie de l'être. Lors de la campagne, M. Couillard avait présenté son équipe économique, et s'était engagé à créer 250 000 emplois en 5 ans. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement, on parle plutôt de perte d'emplois. Est-ce qu'il y a eu plus d'emplois présentement? D'abord, il faut dire qu'un engagement gouvernemental de créer 250 000 emplois sur une période de 5 ans, on peut dire que ce n'est pas un engagement. Parce que, bon an, mal an, au Québec, on crée minimalement 50 000 emplois par année en ne faisant rien d'extraordinaire. Donc, ça, c'est un engagement extrêmement tiède, puis le gouvernement ne l'a même pas atteint. Donc, on peut dire que présentement, le gouvernement Couillard n'a même pas atteint le nombre très, je dirais, raisonnable ou modeste de 50 000 emplois par année, ce qui se fait de façon naturelle. Donc, on est vraiment en perte. Là, on parle d'une quarantaine de mille, là, les derniers chiffres. Là. Donc, on n'a même pas atteint la moyenne du niveau de création d'emplois que le Québec produit. Donc, on peut dire que c'est un résultat qui est très modeste, là, pour ne pas dire insuffisant. Le gouvernement souhaitait également s'être engagé à mettre de l'avant une politique, la première stratégie maritime pour le Québec. Il se disait que le gouvernement allait faire ce projet porteur qui créerait 30 000 nouveaux emplois, générerait des investissements de 7 milliards de dollars en infrastructure. Le ministre a présenté des grandes lignes, a levé le voile sur cette nouvelle stratégie. Est-ce que la stratégie aura autant d'impact? Honnêtement, il va falloir attendre encore un certain temps pour pouvoir évaluer si la stratégie maritime qui est portée par le ministre d'Amour va avoir vraiment un impact sur l'ensemble du Québec, parce qu'on parle d'une stratégie nationale. Même certains qualifient, au niveau du gouvernement Couillard, on qualifie la stratégie maritime comme quelque chose qui pourrait avoir autant d'impact que le plan Nord. Bon, on verra si c'est à cette hauteur-là. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la stratégie maritime a très peu d'impact dans mon comté, dans la région de la Gaspésie et des îles. Écoutez, on parle d'un dépôt d'une stratégie préliminaire au mois de juin. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans, mais je peux vous dire de façon objective qu'au moment où on se parle, par exemple, on parle de croisière internationale. Bon, si on lit la stratégie maritime, on parle d'un budget de 2 millions pour le développement des croisières internationales. Quand on sait que strictement en Gaspésie, au fil des dernières années, entre Chandler, Percé et Gaspé, qui est ce qu'on appelle la destination de la pointe de la Gaspésie, ces 3 communautés-là ont reçu approximativement 15 à 20 millions, là, dépendamment des calculs. Donc, 15 à 20 millions juste pour ces 3 municipalités-là. Puis là, on a une stratégie nationale, puis c'est écrit dans le budget à la dernière page, 2 millions pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est des grenailles. Moi, j'ai regardé la stratégie, je l'ai lue au complet et relu même. Et le seul dossier de mon comté, du grand comté de Gaspé, de Grande-Rivière à Cap-Chat, qui est mentionné, c'est le dossier de l'École des pêches de Grande-Rivière. Et on sait que l'École des pêches est menacée depuis un certain temps. Le ministre d'Amour et le ministre Bolduc, qui était ministre de l'Éducation, sont venus en octobre dernier, les deux, à l'École des pêches. Et aucun investissement, aucune annonce pour aider à l'École des pêches. Donc, c'est le seul dossier, moi, dans mon comté, qui est inscrit dans la stratégie. Le ministre porteur, le ministre d'Amour, est venu à Grande-Rivière, accompagné en plus du ministre de l'Éducation supérieure, parce que c'est un niveau collégial, l'École des pêches. Et pas une scène d'investi, aucune annonce de programme, d'intention d'appuyer l'École des pêches, qui est la seule école des pêches au Québec. Donc, honnêtement, au moment où on se parle, la stratégie maritime, c'est un peu une coquille vide. Et écoutez, c'est pas juste Gaétan Lelièvre qui le dit, là, je me souviens, puis certains vous pourrez le retracer. Jean Lapierre, qui est quand même un journaliste qui n'est pas nécessairement, je pense, connu pour être un partisan péquiste, l'a caractérisé ils ont dit, c'est une coquille vide, il y a 7 millions d'argent dans la stratégie maritime, c'est même pas assez pour réparer un quai en Gaspésie.
Ça, c'est les propos qui ont été dits par Jean Lapierre. Donc, peut-être que ça va lever, mais au moment où on se parle, après tout près d'un an, malheureusement, il n'y a pas de résultat concret. Le Parti libéral désirait également, dans la campagne électorale, mettre les femmes au pouvoir, en fait, au cœur du développement économique du Québec. Pour atteindre ses objectifs en matière de croissance et d'égalité des femmes-hommes, le gouvernement affirmait qu'il était important que les femmes s'engagent davantage à la création d'entreprises et des métiers dits non traditionnels. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une amélioration à ce niveau-là depuis la dernière année? Écoutez, je siège sur la commission parlementaire des finances publiques. C'est la commission qui a analysé, entre autres, le fameux projet de loi 28 qui met en branle toutes les nombreuses coupures gouvernementales. Et j'ai entendu quelques dizaines d'organismes qui sont venus nous présenter des mémoires. Et s'il y a un élément que je retiens parmi l'ensemble des reproches que les organismes sont venus déposer en commission face au gouvernement, face à son projet de loi 28, c'est notamment l'impact sur les femmes. L'impact sur l'emploi. Si on parle de, par exemple, tous les services de garde, beaucoup d'organisations ont été touchées et sont souvent des organisations qui ont une prédominance d'employés féminins. Donc, il y a vraiment un impact à ce niveau-là. Et en plus, un exemple concret qui nous touche au niveau des régions, par exemple, le programme Chapeau les filles, qui est un programme qui, au niveau du ministère de l'Éducation, favorisait, je dirais, le développement de la fibre entrepreneuriale au niveau des jeunes filles qui sont aux études. Bien, ce programme-là, tout le volet en région a été coupé par le gouvernement. Ça a fait d'ailleurs, ça a été l'objet de beaucoup de plaintes et de critiques. Donc, moi, honnêtement, au moment où on se parle, ce que je vois, ce que je constate, c'est beaucoup de coupures qui nuisent peut-être plus au développement des femmes sur le plan professionnel que des avantagés. Il y avait le Conseil du statut de la femme qui est venu nous rencontrer aussi via sa présidente. Et beaucoup de reproches ont été adressés au gouvernement à cet effet-là. Donc, après un an, encore là... c'est un recul. En tout cas, je ne vois pas d'éléments positifs, là. Ouais. Le PLQ, le Parti libéral, s'était également engagé à partager les redevances minières, pétrolières et gazières avec les communautés locales. Il parlait également de mettre en place des fonds locaux et régionaux à même une partie de ces redevances-là. Est-ce que ces éléments-là se sont retrouvés dans le dernier pacte fiscal? Pas du tout. D'ailleurs, le dernier pacte, il n'y a pas de pacte fiscal pour éclairer les gens. Un pacte fiscal, dans le fond, c'est une entente entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Une entente qui peut avoir une durée de 5, 6, 7 et même 8 ans. Donc, c'est un pacte, c'est quand même de quoi de gros, c'est majeur. Et c'est dans un pacte qu'on définit le niveau d'aide, de contribution, de subvention que le gouvernement va donner ou offrir aux municipalités. Et au moment où on se parle, le pacte fiscal remonte déjà, ça fait déjà tout près de 2 ans qu'il n'y a pas de pacte fiscal, sinon qu'un pacte annuel, temporaire, qui a été reconduit par le gouvernement Couillard l'année dernière. On sait que ce pacte-là a débouché sur une coupure de 300 millions au niveau des municipalités. Et tout le volet de redevances naturelles, à date, est complètement inconnu. On se dirige vers un nouveau pacte. Ce qu'on entend, c'est qu'on aimerait avoir un pacte qui serait en vigueur à l'automne 2015. On parle de faire une grande partie des négociations avec le monde municipal d'ici la fin de l'été pour débloquer sur un budget à l'automne, un budget municipal où on aurait le nouveau pacte, les nouvelles mesures du pacte. Mais pour l'instant, toute la question des redevances naturelles qui a fait l'objet de beaucoup de discussions lors de la dernière campagne électorale, le gouvernement, ou plutôt le Parti libéral à l'époque en parlait beaucoup. Pour l'instant, il n'y a aucun avancement au niveau des redevances sur les ressources naturelles dans les régions où on les prélève. Au niveau de l'éducation, le gouvernement, le Parti libéral disait qu'il souhaitait réduire pour mieux investir. Un gouvernement libéral, s'il était élu, investirait là où ça compte, dans la réussite des élèves. On a eu plusieurs mesures qui ont été annoncées récemment. Est-ce que les décisions prises par le ministre et le ministère de l'Éducation au cours de la dernière année vont dans ce sens-là, de faire plus de place à la réussite de l'élève? Je pense que le gouvernement, encore là, au niveau d'éducation, n'a pas encore atteint ses cibles.
encore là, ce qu'on constate, si on regarde, qu'on regarde sur l'ensemble des bulletins de nouvelles, l'ensemble des commentaires qui ont été mis de l'avant au niveau de l'ensemble des médias sur l'action gouvernementale au plan de l'éducation, la notion de commission scolaire a pris une grande place. On a la carte proposée des fusions de commissions scolaires qui prend à peu près toute la sellette. Il y a eu des coupures au niveau des universités, qui est de façon massive aussi. Par exemple, la seule institution universitaire qui était présente en Gaspésie, c'était une université d'été qui se déroulait depuis une dizaine d'années à Percé. Et l'Université Laval a dû, pour des raisons de compression budgétaire gouvernementale, couper ce service-là, donc fermer cette institution-là qui est à Percé présentement. Donc, un exemple, là, dans notre région, concrètement, c'est ce qui s'est passé. Puis, vous savez, on peut être pour, on peut être contre les commissions scolaires, on peut penser qu'on peut améliorer les commissions scolaires, chacun doit son idée. Mais il reste que ce qui est particulier, c'est que dans notre région, on parle de regrouper les deux commissions scolaires René Lévesque du côté sud et Chic-Choc du côté nord. Et cette fusion-là va donner une commission scolaire avec un territoire de plus de 700 km linéaires. C'est là que l'absurde là, prend toute la place. Là. 700 km de territoire pour une commission scolaire. C'est comme si on osait... Est-ce qu'on oserait demander aux gens de Ottawa à Rivière-du-Loup d'avoir une seule commission scolaire? On ne peut même pas penser ça. Hein, il n'y a pas un gouvernement qui oserait aller tirer l'absurde jusque-là, mais nous, c'est ce qu'on nous propose. 700 km là, de pourtour de la Gaspésie, c'est l'équivalent de Ottawa à Rivière-du-Loup. Puis jamais qu'on oserait proposer ça aux gens de la ville. Mais nous, en région, c'est la carte qui nous est offerte. 8 heures aller pour une rencontre de 2 heures avec un 8 heures retour. C'est un autre exemple de centralisation d'une certaine façon. Quand on centralise, c'est une façon de le faire. De dire une organisation va avoir un territoire à desservir de 700 km. Pour moi, ça m'apparaît une forme de centralisation. Donc, c'est des emplois dans notre région qu'on va perdre. Puis c'est aussi l'accès à des professionnels, à des services. 700 km, là, c'est tout un voyage à planifier. Pour aller rencontrer la personne qui peut t'aider dans ton dossier au niveau de la commission scolaire, là, c'est invraisemblable. Encore là, ça démontre là, le peu d'intérêt de ce gouvernement à l'égard des régions. Au niveau de la santé, évidemment, le Parti libéral voulait améliorer l'accès aux soins de santé, il voulait réaliser des économies pour réinvestir l'argent dans le service aux patients. Il demandait aux agences de la santé de réduire la bureaucratie de 10 % sur 3 ans. On s'est plutôt retrouvé avec une abolition complète des agences. Est-ce que vous avez l'impression que le fait de créer les nouveaux centres intégrés de services en santé et en services sociaux va aider l'accès aux soins pour les citoyens? Écoutez, ça, c'est une réforme qui est majeure, hein, le projet de loi 10 du ministre Barrette. Ici, en Gaspésie, encore là, c'est un peu comme les commissions scolaires. On va se ramasser avec une méga structure. On va avoir une seule directrice générale qui a été nommée la semaine dernière pour s'occuper des hôpitaux de Maria, Chandler, Gaspé et Saint-Anne-des-Monts. Tous les CLSC, tous les points de service. On va passer de... Vous savez, chaque établissement, chaque hôpital, là, chaque C3S avait un conseil d'administration composé de 15 bénévoles par hôpital. Donc, si on parle de 4 hôpitaux ici en Gaspésie, donc on parle d'une 60aine de bénévoles qui ne coûtaient rien à l'État, mais qui avaient pour mandat de défendre les services de santé sur le territoire de leur hôpital. Donc, ça veut dire qu'ici, à Saint-Anne-des-Monts, par exemple, j'avais 15 bénévoles nommés dans le milieu, des gens du milieu, qui étaient là pour appuyer la direction générale dans ses décisions pour s'assurer qu'il y a le meilleur service possible sur l'ensemble du territoire. S'assurer, par exemple, qu'il y a un point de service à Mont-Louis au niveau du CLSC, qu'il y a un point de service à Marsouis, Capcha, Murdochville. Hein, ces gens-là travaillaient pour vraiment s'assurer que l'ensemble de la population qui est souvent étalée sur un grand territoire ait un minimum de services et pas trop à se déplacer, etc. Avec la réforme, on va abolir ces 60 postes de bénévoles-là. On va les remplacer par entre 10 et 15 administrateurs, au lieu de 60, 10 à 15, nommés par le ministre et rémunérés. Ils vont être payés. Mais quand tu es payé, tu as une obligation de résultat, puis tu livres à quelque part le message de ton employeur. Ton employeur, c'est le ministre de la Santé. Moi, ça m'inquiète beaucoup, puis je vous dirais que il va falloir être très vigilant dans la région, compte tenu du gouvernement, de la volonté du gouvernement de continuer à couper dans le service de santé, couper dans les budgets. Bien, les premiers endroits, à mon avis, qui vont être ciblés par ce super conseil d'administration-là, composé dont on ne sait pas trop qui, mais mandaté par le ministre, bien, d'après moi, leurs premières cibles vont être les points de service dans nos régions.
Donc, il va falloir être très vigilant parce qu'on sait qu'on a des hôpitaux environ aux 100-125 km. Puis les points de service intermédiaires comme Mont-Louis, comme Grande-Vallée, comme Marsouis, ce sont des points de service importants si on veut permettre à la population d'avoir accès à des services de base à proximité de leur lieu de résidence. Au niveau des PME, le Parti libéral plaçait en campagne électorale les PME au cœur de son plan de redémarrage économique. Il soulignait notamment là, dans son programme électoral que les PME avaient été délaissées par votre gouvernement précédent, le gouvernement du Parti québécois, et représentent les fondations sur lesquelles devrait reposer leur action économique, l'action économique du Québec. Est-ce que les PME sont en meilleure posture? Bien, si on regarde le niveau d'emploi, on parlait tantôt de création d'une 40aine de mille emplois durant la première année, alors que la moyenne historique du Québec, sans faire d'efforts particuliers, on crée 50 000 emplois. Bien, pour moi, ça démontre que les PME ne doivent pas être si bien portantes que ça. Ça, c'est des chiffres là, qui parlent. L'autre élément qu'on peut amener aussi pour supporter le fait que je ne crois pas qu'il y a eu explosion de dynamisme des PME, c'est toute la question des fonds d'aide en région. On avait, par exemple, des organisations en région qui avaient des budgets pour aider au démarrage de nouvelles entreprises. Puis souvent, c'est des petites PME dans nos régions. Donc, par exemple, la CRE, la Conférence régionale des élus, investissait, bon an, mal an, une douzaine de millions par année dans différents dossiers. Que ce soit des dossiers touristiques, des dossiers communautaires, des dossiers privés, forestiers, qu'importe, l'ensemble des interventions de la CRE pouvaient se chiffrer autour de 12 millions par année. Ça a été coupé. On a aboli complètement les CRE. Oui, on a perdu 34 emplois dans la région, des personnes clés, des jeunes compétents qui vont peut-être devoir quitter la région, mais également, on perd une douzaine de millions en moyenne que la CRE investissait dans la région. Et en plus de ça, les CLD. Les CLD ont été coupés de 450 000 chacun. On a 6 CLD dans la région Gaspésie-les-Îles, donc un autre 2,5 millions qui est coupé. Souvent, les CLD, pour y avoir travaillé, on est des organisations qui viennent en aide aux PME, les petites et même très petites entreprises. Donc, juste en Gaspésie, juste avec l'abolition des CRE et la diminution du budget des CLD, c'est une perte minimale de 15 millions de dollars qui était gérée dans le milieu, par des gens du milieu, puis pour des entreprises, puis des organisations du milieu. Vous savez, 15 millions qui est bien géré, là, géré par la population régionale, qui connaît les enjeux, qui tient à cœur, à qui le développement tient à cœur. Bien, pour moi, là, en tout respect pour les fonctionnaires au central, ça vaut peut-être le double là, qui est géré à Québec ou à Montréal, quand ces gens-là ne connaissent pas du tout nos réalités. Donc, est-ce qu'on peut dire que les PME en Gaspésie, puis aux îles, puis dans notre comté se portent mieux depuis l'arrivée du gouvernement? Bien, j'invite la population à les rencontrer, nos hommes et nos femmes d'affaires, puis leur poser la question. Je ne vois pas, honnêtement, là, une grande amélioration au moment où on se parle, sinon qu'on a enlevé des outils pour aider ces gens-là, notamment par les CLD et la CRE. Vous avez également réagi fortement à une déclaration du ministre Daou par rapport justement là, aux PME dans les petites agglomérations, dans les régions, en fait. Il disait que c'était affirmé qu'une faillite, ça fait surtout mal à l'ego des petits rois de village. Bien, écoutez, c'est difficile à accepter une phrase comme ça venant d'un ministre, là, quand même comme le ministre Daou, qui est quand même quelqu'un, je pense qu'il y a un certain niveau de compétence, il faut être objectif, on ne peut pas lui enlever ça, mais compétence peut signifier aussi ignorance de la réalité des régions. Puis à quelque part, un certain mépris pour les régions. Je veux bien croire que cette phrase-là s'est glissée peut-être d'une intervention, puis c'est peut-être celle qu'on a citée, mais j'ai été ministre là, pendant 18 mois, puis avant de lâcher une phrase comme ça, il me semble que j'y aurais pensé. C'est difficile à accepter, puis moi, de la façon que je perçois ça, encore là, c'est le manque d'intérêt, puis je vais dire manque d'intérêt, là, je suis poli, là, le manque d'intérêt, le manque de vision de ce gouvernement-là, de la part de plusieurs de leurs ministres à l'égard des régions. Tu sais, vous savez, quand on dit que, dans le fond, le contexte de la déclaration du ministre Daou, c'était on va couper l'aide aux petites entreprises, faire du redressement, venir en sauvetage aux entreprises dans les régions, c'est peut-être pas si important que ça. Puis dans le fond, c'est les propriétaires qui sont un peu les rois du village, qui ça fait surtout mal à leur ego. Bien ça, c'est méconnaître les régions, parce que oui, on a des familles, on a des hommes et des femmes d'affaires qui, des fois, sont depuis 1, 2, puis 3 générations en affaires. Et ces gens-là font vivre un village, des fois une communauté,
Mais c'est pas uniquement, quand ces gens-là ont des difficultés financières, c'est pas uniquement cette personne-là, cette famille-là, là. C'est tout le village, souvent toute la communauté qui bénéficie ou qui écope, là. Donc, moi, je pense que c'est un discours qui est vraiment, qui ressemble un peu à une forme de mépris pour les régions, parce que on doit valoriser nos gens d'affaires. Au contraire, on doit les valoriser. C'est pas facile d'être en affaires aujourd'hui. Puis oui, on a des familles qui ont travaillé fort de génération en génération pour développer la Gaspésie, mais aussi ailleurs au Québec, les régions. Puis je crois que son analyse était vraiment inadéquate, inappropriée. En terminant, le gouvernement dit que justement, là, il prend des mesures qui sont un peu plus difficiles. Il veut atteindre l'équilibre budgétaire. Et une fois que l'équilibre sera atteint, on aura des jours meilleurs. Avez-vous l'impression que c'est ce qui va être, que dans le fond, on se serre la ceinture, mais après, on va pouvoir reprendre où on en était? Bien, écoutez, je trouve que ce discours-là n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'abord, on parle de redresser le budget du Québec. Hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment rétablir un équilibre budgétaire dans le budget annuel du gouvernement du Québec, qui varie entre 75 et 80-85 milliards. Si on veut couper de sorte à rétablir l'équilibre budgétaire, bien, c'est un exercice qui va devoir être récurrent. Sinon, ça veut dire que l'année prochaine, si on ouvre la valve, on retombe dans le même pattern. Moi, c'est comme notre budget familial. Si on dépense plus qu'on reçoit, bien, il faut couper dans les dépenses. Mais si l'année d'après, tes revenus demeurent les mêmes, puis tu réouvres ton niveau de dépenses, tu vas retomber en déséquilibre. Donc, c'est d'essayer de prendre les gens pour des valises, là. C'est essayer de faire croire au monde que, écoutez, cette année, là, on va couper, puis après ça va être plus facile. Pas dans le cadre d'un budget annuel. La dette, je comprendrais. Je comprendrais que la dette, si on veut la baisser, une fois qu'on a diminué notre dette, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on pourra dire, bien là, on n'a plus de dette, on peut réinvestir. Mais ton budget annuel, c'est récurrent. Moi, si j'ai 50 000 de budget familial à dépenser, puis j'en dépense 60, il faut que j'en coupe 10 pour arriver en équilibre, bien, de dire que l'année prochaine, ça va être plus facile, c'est pas vrai que ça va être plus facile. Si je ne maintiens pas mon même niveau de coupure ou de compression budgétaire, je vais retomber encore en situation de déficit. Donc, c'est pas vrai que par magie, le budget annuel du Québec va s'améliorer. Je comprends pas le raisonnement du gouvernement, mais il y a beaucoup de choses de ce gouvernement qu'on comprend pas. Puis il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant la campagne qui, malheureusement, se révèlent pas la réalité. Hein. Je veux dire que tout ce qu'on a parlé depuis le début de l'entretien, est-ce que les gens ont entendu ce discours-là de la part du gouvernement durant la campagne? Non. Moi, j'entendais parler des régions régulièrement dans le discours de M. Couillard, qui était chef du Parti libéral pendant la campagne. Écoutez, il n'était pas capable de faire une entrevue sans parler des régions. Mais jamais il a mentionné que tous les coupures en région, tout ce qu'on a mentionné depuis le début de l'entrevue et même plus, que tout ça se ferait durant l'année 1. Donc, c'est un discours qui n'est pas vraiment transparent. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir.